Bonjour à tous, merci d'être présents donc à notre traditionnel webinaire du mardi. Donc aujourd'hui, l'intervention va être faite par Thomas Boulard. Thomas va intervenir sur la prochaine PAC et les différentes perspectives qui se présentent. Donc Thomas est chargé de mission économie à la FNSEA Centre-Val de Loire. Donc, ce webinaire est organisé par la FNSEA Centre-Val de Loire, donc qui regroupe les FDSEA des 6 départements, par ASC FIGA 37, AS Centre-Loire, par les différents supports de presse agricole départementale et les groupements d'employeurs. La politique agricole commune est née au sorti de la Seconde Guerre mondiale, où vraiment la famine était aux portes du début des années 50. Et l'objectif pour les dirigeants européens de l'époque, c'était simple, c'était de créer une politique agricole commune qui, d'une part, assure la sécurité alimentaire des populations européennes à des prix abordables, que tout le monde mange à sa faim pour peu cher, mais en contrepartie que cela assure le revenu des agriculteurs et des producteurs. Donc deux enjeux, la sécurité alimentaire à moindre coût et la sécurité du revenu des producteurs. Donc cet objectif a rapidement été rempli, notamment à travers la Révolution verte pendant les 30 Glorieuses et l'accès à une mécanisation et à des produits phytosanitaires, des engrais performants. Et au fur et à mesure des programmations qui ont lieu tous les 7 ans, la PAC a évolué avec une montée en puissance d'autres enjeux. Donc elle est passée d'un rôle, on va dire, deux casquettes, sécurité alimentaire et revenus, à une multicasquette, un multi-rôle avec la naissance des enjeux environnementaux, de sécurité sanitaire et de développement rural. Donc aujourd'hui, la PAC est couteau suisse et multifonctionnelle et représente un budget qui reste pour l'ensemble du budget européen assez conséquent, entre 35 et 45 du budget global, soit entre 350 et 450 milliards d'euros par programmation qui dure 7 ans. Donc, au niveau budget, un budget conséquent et surtout au niveau géopolitique, deux influences fortes. Une influence interne où vraiment le ciment, où vraiment la PAC est vraiment le ciment de la construction européenne et reste le lien fondamental entre les 27 États membres. On peut le dire aujourd'hui, voilà, que c'est vraiment la politique structurante et qui fait que les États membres restent encore liés ensemble dans la construction européenne à travers un marché commun, puisqu'elle lie avec un règlement et un budget très conséquent l'ensemble des 27 États. Et d'un point de vue externe, ça a permis à l'UE de devenir la première puissance agricole mondiale, dont la France est la première puissance, avec 17% de la production européenne en valeur. Donc une influence interne pour lier les États entre eux et une influence externe pour vraiment être rayonnant et stratégique sur l'ensemble des marchés internationaux. Donc comment se construit la PAC au-delà d'un budget commun et d'un règlement commun au sein de l'Union européenne? C'est une politique qui est divisée en deux piliers. Donc, un premier pilier qu'on appelle le FEAGA, on va dire que c'est le pilier production, subvention de fonctionnement, on peut le traduire comme ça. Et un deuxième pilier qu'on appelle le FEADER, qui est plus lié au développement rural pour soutenir des mesures complémentaires. Donc, vous avez un budget commun à Bruxelles, une répartition dans chaque État membre avec deux piliers, FEAGA et FEADER. Donc, pour la France, sur une programmation de 7 ans, le budget du premier pilier représente environ 54 milliards d'euros pour des subventions de fonctionnement. Et le deuxième pilier, sur des mesures de développement rural, le budget représente 7 milliards d'euros environ. Donc, si vous voulez, la PAC, c'est un petit peu comme une commode, pour imaginer un petit peu cet outil, où l'enveloppe globale, c'est la commode, et en dessous, il y a des tiroirs, ce qui forment des sous-enveloppes et des dispositifs particuliers. Et on va présenter avec un exemple concret ce que chaque sous-enveloppe, donc chaque tiroir de la commode représente. J'ai pris l'exemple d'un GAEC de deux associés avec 180 hectares de culture et un troupeau de 60 vaches laitières. Donc faisons le point d'abord sur le premier pilier, où vous avez vraiment l'aide structurante qui soutient la production, qui est le DPB, donc le droit à paiement de base, qui est proportionnel à votre SAU. Donc cette valeur de DPB est en moyenne à une valeur nationale de 108 à 110 euros par hectare. Donc, vous multipliez 108 euros par hectare par le nombre d'hectares cultivés et vous avez une enveloppe de 19 440 euros par an pour soutenir la production. Vous avez le paiement redistributif qui est une autre sous-enveloppe du premier pilier, donc qui va surdoter les 52 premiers hectares de votre exploitation.
avec application de la transparence GAEC. Donc, le paiement redistributif a été mis en place lors de la dernière programmation dans l'objectif politique de limiter l'agrandissement des fermes en surdotant les 52 premiers hectares et donc en limitant l'agrandissement. Troisième dispositif du premier pilier, aussi appelé paiement vert, donc qui représente l'exigence environnementale de la PAC, qui doit répondre à 3 critères. Premier critère, cultiver au moins 3 cultures différentes au sein de votre exploitation. Deuxième critère, la mise en place de 5% de SIE, qui sont majoritairement obtenus à travers des jachères ou des cultures dérobées SIE semées post-récolte. Et enfin, le maintien des prairies permanentes. Donc, cette aide paiement vert est touchée suite au respect de ces 3 critères que je viens de vous dire et représente en moyenne 80 € par hectare. Vous avez également un paiement additionnel aux jeunes agriculteurs qui permet aux jeunes installés finalement de faciliter leur installation en plus de la reprise qui est très très lourde en termes d'investissement en capitaux avec une aide de 90 € par hectare dans la limite des 34 premiers hectares. Et enfin, vous avez une enveloppe d'aide couplée qui représente 15% de l'enveloppe du premier pilier qui va soutenir des cultures spécifiques, donc les aides couplées végétales, et des soutiens à l'élevage pour des filières spécifiques. Donc, par exemple, ovin, caprin, bovin lait et bovin viande. Donc, les aides couplées animales vous aident dans votre production par individu dans votre cheptel. Et ce mécanisme, cet outil a été mis en place lors de la dernière programmation pour finalement maintenir une activité d'élevage au sein du territoire français et éviter les importations de produits animaux. Il en est de même pour certaines aides couplées végétales qui vont par exemple vous aider à produire des hectares de soja, de protéagineux, de légumineuses fourragères, donc qui permettent d'une part d'assurer l'autonomie fourragère et protéique des élevages, mais aussi de diversifier les assolements avec des légumineuses sur des ateliers de production céréalière, par exemple. Donc là, pour l'exemple d'un atelier laitier, vous avez 60 vaches laitières, vous avez l'ABL, donc l'aide au bovin lait, qui représente 38 € par individu dans votre cheptel, ce qui représente une maquette globale de 2280 €. Donc, sur le premier pilier, pour une exploitation de cet exemple, cela représente sur le premier pilier environ 44 300 € de subventions de fonctionnement pour votre exploitation par an. Et vous avez bien sûr sur le deuxième pilier des dispositifs complémentaires à travers la DJA, l'assurance récolte et l'assurance multirisque climatique qui finalement aident et subventionnent une partie de votre subvention face aux aléas climatiques, l'aide ICHN qui vient compenser un handicap naturel qui peut être topographique ou pédoclimatique, et enfin des mesures agro-environnementales, aussi appelées MEEC, qui rémunèrent un service environnemental. Donc, on entend souvent dans la presse et puis dans les médias que l'agriculture est très largement subventionnée à travers des grandes quantités d'argent par exploitation. En effet, quand on regarde l'exemple présenté précédemment, 45 000 € par an de subvention de fonctionnement, ce n'est pas rien. Cependant, ramené au coût individuel par citoyen, cela ne représente qu'un coût de 0,38 € par jour et par citoyen en France. Donc, ça permet de remettre un petit peu les points sur les i et les barreauter quand on entend que la PAC subventionne à outrance les agriculteurs. Ça les aide dans leur activité de production pour, à nous, consommateurs, nous permettre d'accéder à une alimentation saine, de qualité, diversifiée et surtout en quantité pour nourrir tout le monde. Donc, c'est important de le rappeler, surtout lorsqu'on la compare avec les autres politiques agricoles dans d'autres zones du monde, par exemple les États-Unis, le Japon, la Suisse, la Turquie. On constate que le niveau d'investissement dans ce pot commun que représente la PAC, par rapport au niveau d'efficacité qu'on a, on a un ratio qui est très très bien, puisqu'on est la première puissance agricole mondiale, comme je vous l'ai dit précédemment, et le coût par individu et par européen n'est que de 190 € par an, contrairement aux États-Unis où il est de 389 € par an. Donc, on est la première puissance agricole mondiale avec les plus fortes exigences environnementales, avec l'agriculture la plus diversifiée au monde, tout ça pour un coût par personne qui reste très négligeable par rapport à d'autres.
Donc, c'est important d'avoir ces 2-3 éléments de synthèse chiffrés pour rappeler et remettre de la science et du factuel dans les débats. Donc, n'hésitez pas à réutiliser ces chiffres lorsque vous pouvez aborder des discussions aussi bien dans votre cercle professionnel que personnel, car il me semble important de le rappeler assez souvent. Donc, maintenant qu'on a fait le point sur vraiment l'architecture de la PAC actuelle, où on en est aujourd'hui, donc on est tout simplement vraiment dans un chassé-croisé entre l'ancienne et la nouvelle programmation. Donc, la dernière programmation doit se terminer en 2020 pour une nouvelle en 2021. Et le contexte politique est un petit peu, on va dire, comment dire, est vraiment un tournant, puisque la nouvelle mandature européenne qui s'est mise en place en 2019 veut vraiment porter les enjeux climatiques comme projet politique pour la prochaine programmation. Donc le climat, dans toute la politique européenne, que ce soit en politique de développement économique, que développement agricole, que développement social, que développement culturel, que développement sportif, bref, le climat sera l'enjeu central de la prochaine programmation politique européenne. Et du coup, pour chaque secteur d'activité, que ce soit l'aviation, les transports routiers, le sport, la culture et l'agriculture, il y aura des objectifs de réduction d'empreinte environnementale qui vont être alloués. Donc, le projet global s'appelle le Green Deal. Donc, c'est l'objectif global donc c'est le projet politique de la prochaine programmation européenne, le Green Deal, et la stratégie pour l'agriculture de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est le plan Farm to Fork. Donc finalement, je vous ai mis cette petite image de bande dessinée en bas à droite. La PAC sera vraiment l'outil qui va porter ce nouveau rôle que doit endosser la PAC, donc cette nouvelle casquette. Il y a encore une fonction qui a été additionnée en plus des autres fonctions qui sont additionnées depuis 1957. C'est d'une part réduire l'empreinte carbone du secteur d'activité agricole, mais aussi stocker du carbone pour les autres secteurs. Car il est important de le rappeler également, ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler, les arbres ou les plantes que l'on peut faire pousser en agriculture vont stocker plus de carbone que des réacteurs d'avion ou des gaz d'échappement de voiture. Donc, il y a un gros enjeu là-dessus, c'est de valoriser ce stockage par carbone et de se faire rémunérer pour stocker du carbone pour les autres secteurs d'activité. Donc, voilà un petit peu le contexte dans lequel on arrive en 2020. Un projet structurant de l'Europe qui est de réduire ses impacts à travers le plan Green Deal et une stratégie de l'agriculture qui va s'appeler le Farm to Fork et qui va, d'une part, devoir réduire son empreinte et d'autre part, prétendre à stocker du carbone pour les autres. Donc, initialement, la prochaine programmation PAC devait se mettre en place en 2021. Donc, au 1er janvier, vous deviez avoir sur votre exploitation le nouveau règlement avec le nouveau budget. Et finalement, en raison de grosses divergences politiques à Bruxelles, mais aussi beaucoup en raison du contexte Covid-19 qui a ramené beaucoup d'incertitudes, des tensions économiques, mais également des tensions sanitaires, il y a un gros retard dans les échéances. Et du coup, cette PAC qui était initialement prévue en 2021 est repoussée au 1er janvier 2023. Donc, les 2 années qui arrivent, qui s'appellent des années de transition, vont être des années de continuité réglementaire, où finalement vous allez continuer avec les mêmes règles qu'aujourd'hui en 2021 et en 2022 pour une mise en place du nouveau règlement en 2023. Donc, une nouvelle PAC qui va se mettre en place au 1er janvier 2023 dans un contexte économique, climatique et de soutien qui est très difficile en région centre depuis 2012, puisque comme on peut le voir sur le graphique à gauche, le solde disponible par exploitation en région Centre-Val de Loire s'est très largement dégradé depuis 2012 et il est sur les 4 des 6 dernières années inférieur au niveau national. Et il est aujourd'hui une moyenne de 19% en dessous du niveau français. Donc, toutes filières confondues, que vous fassiez des céréales, des grandes cultures, du lait, de la viande, des fleurs, enfin toutes filières confondues, le revenu global de la ferme Centre-Val de Loire est 19% en dessous du niveau français. Donc, il est important de retrouver, à travers une politique de soutien forte, à travers la PAC, qui est vraiment le pilier structurant du soutien à travers les subventions de fonctionnement notamment, il est vraiment nécessaire de retrouver du souffle pour finalement redonner de la perspective aux agriculteurs en place, mais aussi donner de l'envie aux jeunes de s'installer avec des projets
innovants, soit de diversification, de transformation ou de commercialisation, par exemple. Donc, dans ce cadre, afin de prendre les bonnes décisions aujourd'hui pour la prochaine programmation, il s'agit de comprendre les conséquences des prises de décision de la dernière programmation pour ainsi faire un bon bilan afin de repartir sur de bonnes bases. Donc, le bilan que l'on peut faire de la dernière programmation, c'est un bilan qui a été plutôt très défavorable en région centre, en raison d'une politique de découplage des aides, de convergence, de mise en place du paiement redistributif et de transfert du premier vers le deuxième pilier. Donc, un transfert de fonds du FEAGA vers le FEADER. Et on constate qu'au fur et à mesure de ces prises de position politiques, il y a eu un net décrochage des aides en région centre, avec par exemple donc sur le graphique à gauche un niveau de soutien entre le niveau français et le niveau Centre-Val de Loire qui est quasiment équivalent, aux alentours de 338-340 euros par hectare et par an. On constate qu'au fur et à mesure des années, ce soutien s'est effrité en région centre, alors que finalement l'enveloppe française reste la même, puisqu'aujourd'hui le niveau moyen français est aux alentours de 333 euros par hectare. Donc l'enveloppe globale France est la même, mais c'est bien la ventilation entre filières et entre régions qui a été différente et qui a été très défavorable pour nous, puisqu'on est aujourd'hui à un niveau de soutien d'environ 261 euros par hectare et par an. Donc cette perte, en 15 ans, en un petit peu moins de 15 ans de temps, ça représente pour une ferme type de 100 hectares environ 8 à 10 000 euros par an en moins de subventions de fonctionnement. Donc sur 10 ans, ça fait un trou de 80 à 100 000 euros. Donc je vous laisse imaginer ce que l'on peut faire comme projet pour redonner du souffle à nos exploitations avec 80 ou 100 000 euros de trésorerie en plus pour redonner de la perspective. Donc l'enjeu de la prochaine programmation, ça va être de recapter au maximum ces soutiens publics pour, comme je vous l'ai dit, redonner de la visibilité et l'envie d'avancer avec des projets innovants. Dans ce sens, où on en est aujourd'hui, on sait que le budget de la prochaine programmation, il sera identique à la dernière programmation. Donc on va fonctionner à budget constant, ce qui veut dire que sans avoir une augmentation significative du budget, on sait au moins qu'il n'y a pas de perte. Donc à partir de là, on repart sur une base qu'on va dire zéro neutre. Ce qui permet pour la France, par exemple, de maintenir la valeur faciale des DPB à leur niveau 2020. Ce qui est déjà une sécurité de savoir qu'on a les capacités financières de financer au moins les mêmes dispositifs dans les mêmes arbitrages budgétaires. C'est une première bonne nouvelle. Au niveau réglementaire, donc, sur les dispositifs actuels, il y a des interrogations sur l'avenir du paiement redistributif et l'avenir des aides couplées, qui sont aujourd'hui encore en négociation, aussi bien au sein de la FNSEA qu'en externe au ministère de l'Agriculture. Ce que l'on sait déjà, c'est que l'exigence environnementale du premier pilier qui s'appelle le paiement vert évolue, puisque le verdissement devient obligatoire en rentrant dans la conditionnalité des aides à travers des dispositifs BCAE, et qu'il est remplacé par ce qu'on appelle l'éco-scheme, donc c'est la nouvelle exigence environnementale, qui représentera entre 20 et 30% des aides directes du premier pilier et qui s'apparente à un renforcement des exigences environnementales. Mais là encore aujourd'hui, les dispositifs qui vont être mis dedans ne sont pas tranchés. Et l'objectif de la FNSEA, c'est bien de reconnaître sous la forme d'une liste déroulante la plus large possible un maximum de dispositifs pour que tous les agriculteurs puissent bénéficier des aides de cette exigence environnementale le plus rapidement possible. Merci à tous. Mardi prochain, il y aura un nouveau webinaire. Celui-ci sera axé sur le remplacement et les conditions de remplacement lors des congés maternité et congés paternité, et il sera avec l'intervention de Rémi Dubois. Bon après-midi à tous, bonne semaine. Bonne journée, au revoir.